Et ça a commencé par le bord, s'il y a quelqu'un qui a la canebière et le truc là, l'angle en bas de la canebière, donc tu ne dois pas être bonne. Ouais. Qui a commencé dès 1850 par la construction du palais du commerce, la bourse du commerce, et à partir de là, la grande percée de la rue de la République qui allait rejoindre les nouveaux ports. Tout ça, ça commence dès le 19e et ça continue en 26. Et en 26, comme à ce moment-là, au 19e siècle, ce dont je vous parle des rues de 1848, c'est la ville de Marseille qui donne l'ordre de ces démolitions, mais c'est aussi la ville de Marseille, et ça c'est une histoire incroyable que va vous raconter Martine, c'est la même ville de Marseille qui paye des photographes dès le 19e siècle, les premiers photographes, Théris, etc., jusqu'en 26. La photo que je vous ai montrée avec le petit restaurant, avec un repas à 5 francs 50, ça, c'est un petit restaurant dans lequel Walter Benjamin a pu descendre, manger en bas de l'hôtel. D'accord ? Eh bien, systématiquement, depuis le 19e, c'était pris en photo. C'est fou. Je voudrais dire un mot parce que c'est un rapport direct avec ce que Michel Rieux-Sarcey évoquait ce matin, à savoir la Révolution de 1848. Il se trouve qu'au musée d'histoire de Marseille, il y a une maquette qui s'appelle le plan Lavastre, qui date de 1851, c'est-à-dire qui a été construit 3 ans après la Révolution de 1848. Et on comprend exactement, en voyant le lacis des rues extrêmement étroites, et en voyant, c'est une maquette où on voit d'ailleurs des soldats qui interviennent, qui sont prêts à intervenir, et on voit bien à quel point, l'haussmannisation, si on peut dire comme ça de façon légèrement anachronique, qui a eu lieu à Paris ou qui a eu lieu à Marseille, avait vraiment un but stratégique et politique tout à fait direct. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien à quoi obéissent les plans d'urbanisation. Et cette maquette, elle est extrêmement parlante et elle est intéressante parce qu'elle illustre tout à fait ce qui a été dit ce matin sur 1848 et ce que tu étais en train d'évoquer sur les destructions qui ont commencé à ce moment-là, mais qui se sont continuées sous le Second Empire, sous la Troisième République, avec une petite interruption pendant la guerre de 14-18, parce qu'il y avait assez de destruction ailleurs, donc on ne peut pas tout faire à la fois, et qui ont repris, évidemment, après la Première Guerre mondiale. Juste, Haussmann, oui. Si tu nous Haussmann par rapport à ça avant, après, je suis nul. 19e, oui. Quand est construit le palais de la Bourse, oui. En même temps est construit la rue de la République, sur le modèle haussmannien. Mais Haussmann, c'était quelle année ? 1860. Oui, c'est le Second Empire, c'est-à-dire c'est plus tard. Voilà. Voilà. Non, mais on fait d'abord le palais, opération de communication de Napoléon III, et puis on continue sur la lancée haussmannienne avec la rue de la République. Alors, ça, c'est une photo que je voudrais vraiment que vous ayez entre les mains, que vous puissiez la toucher, parce qu'elle est vraiment absolument incroyable, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est la 1913, c'est le grand chambardement, c'est-à-dire comment, mais qu'est-ce que ça veut dire démolir un lacis de maisons comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire que démolir une ville? Qu'est-ce que ça veut dire que démolir du temps? Ça veut dire ça veut dire que tout le monde est mis à la porte de sa maison et les meubles mis dans les charrettes, et les charrettes partent de Belzins et de la Canebière pour s'en aller au nord, quartier par quartier, en suivant la disposition du port, l'agrandissement du port, et en suivant la nécessité du marché. Voilà. Donc c'est ça la matière qui est le début de cette histoire. Bien. Du coup, De Conte et Lucie Peur, si déjà ils connaissent cette histoire-là, ils savent, parce qu'ils ont travaillé avant d'arriver, et puis ils vont en faire l'expérience physique avec leurs pieds. Ils vont traverser ce vide, par exemple. Et là, ils vont comprendre ce que ça signifie un espace qui n'a plus de temps. Et je pense que c'est vraiment cette expérience-là qui est vraiment primordiale et qui a donné le début, qui a articulé le début de cette peur. Mais ça, lui, il sait mieux parler de ça que moi. Ah bon? Ouais. C'est là que tu me passes la parole, c'est ça? Oui. Après, je parlerai de l'association des Labourdettes. Ah. Sylvain? Mais De Conte et Lucie Peur, c'est une question que je me suis posée moi aussi, parce que
C'est compliqué. Il faut que je me remette un peu dans le... Peut-être au moment où Christine m'a parlé de ce projet au tout début. Mais j'ai bien aimé ce que Anne Roche a dit. Elle nous a gentiment affublé du nom d'archéologue. Pour moi, il y a un rapport entre archéologie et traduction. Quand Christine m'a parlé de ce projet, la première chose qu'elle m'a proposée, c'est qu'on aille marcher dans ce quartier, donc qu'on appelait à l'époque le quartier derrière la Bourse, et qui est maintenant le quartier du centre-bourse, on peut dire ça comme ça. Moi, je connaissais les textes de Walter Benjamin sur Marseille, et je pensais qu'on allait suivre la géographie qu'il indique à travers ces textes, aller à la Joliette, suivre la rue de Lyon, monter au nord de la ville, voilà. Et on a passé notre temps à tourner autour de ce quartier, et j'arrivais pas à comprendre le lien entre Walter Benjamin et cette histoire de destruction. Et puis il n'y avait pas que Walter Benjamin, il y avait embarqué dans cette histoire Siegfried Kracauer, qui était très important à ce moment-là dans cette promenade, parce que l'intuition de Christine se basait sur un extrait d'un texte de Siegfried Kracauer. Walter Benjamin et Siegfried Kracauer viennent en visite à Marseille ensemble, accompagnés d'Ernst Bloch, parce qu'Ernst Bloch publie un article dans les Cahiers du Sud et que, comme ils travaillent ensemble en réseau, ils partagent leur réseau, leurs rencontres intellectuelles, les occasions de publier, etc. Donc ils viennent rencontrer la rédaction des Cahiers du Sud. Et Siegfried Kracauer va décrire la place qui résulte de la destruction de ces quartiers du centre-ville dans un roman qui s'appelle Genet et qui se termine à Marseille. Et Christine se basait sur ce texte comme preuve ou comme témoignage, je dirais plutôt, du passage de Kracauer, Benjamin et Bloch sur cette place. Si ce n'est que le texte, la traduction de Genet comportait des erreurs, ce qui arrive en traduction, des contresens, et la description que Kracauer faisait de la place n'était pas compréhensible dans la traduction, qui était une traduction de Clara Malraux, qui datait des années 30, quasiment contemporaine du roman. Et donc j'étais doublement désorienté, on ne suivait pas les traces, on ne suivait pas les textes de Benjamin, et on se retrouvait sur une place avec un texte que je n'arrivais pas à comprendre et je n'arrivais pas à relier à cette histoire de destruction de la ville. Et donc il m'a fallu relire le texte, ou lire le texte de Kracauer en allemand, pour comprendre comment il décrivait la place. C'est-à-dire qu'il utilise une image qui est celle d'une éclipse. Une éclipse de soleil, comme si la place était noire et éclairée par en dessous. Et en fait, la lumière, c'est la lumière des rues alentour. Mais cette image, elle était impossible à saisir dans la traduction de Clara Malraux. Donc, effectivement, je sens, d'un coup, le texte me transmet l'image de Kracauer et je me sens sur cette place, je comprends l'espace, cette place, l'obscurité qui résulte de la destruction de cette place, l'absence d'éclairage public sur cette place. Et puis, la destruction, il y a un phénomène assez étrange à Marseille, c'est que la destruction de cette place fait l'objet d'une forme d'amnésie. Et surtout, elle est confondue souvent, quand on demande aux Marseillais, et j'en fais partie, elle est confondue avec une autre destruction qui a eu lieu pendant l'occupation, qui est celle des quartiers qui se trouvent le long du Vieux-Port, que Benjamin et Kracauer appellent les quartiers du port. Destruction qui a été orchestrée par les forces d'occupation et les collaborateurs pour se débarrasser des comploteurs et puis des indésirables qui vivaient dans ces quartiers très étroits et difficiles à contrôler. Donc il y avait comme ça une confusion. Les gens ont le souvenir, on a gardé la mémoire de la destruction du panier, enfin des quartiers du Vieux-Port, mais on avait oublié la destruction de ce quartier populaire qui, elle, n'a pas eu du tout eu lieu dans le cadre d'une occupation allemande ou dans le cadre de la guerre. C'est un acte civil. Et quand je lisais les textes de Walter Benjamin sur Marseille, notamment les textes sur le hashish, je n'arrivais pas à comprendre par où il passait dans Marseille. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à refaire le chemin qu'il décrit dans ces textes-là. Et je n'arrivais pas à comprendre ce chemin parce qu'il passe sur cette place détruite et que j'avais perdu la mémoire de la destruction de cette place. C'est-à-dire que sur cette place où aujourd'hui il y a des tours modernes et puis un centre-bourse, je n'avais jamais imaginé qu'il y ait eu autre chose
Et effectivement, s'il y avait l'espace pour construire quelque chose, c'est qu'il y avait un vide, et donc s'il y avait un vide, il devait y avoir quelque chose avant. Donc impossible de comprendre la géographie des textes de Walter Benjamin, et c'est en relisant les textes que je me suis aperçu qu'il y avait dans Hachiche à Marseille une trace, alors là au sens archéologique, du passage de Walter Benjamin sur cette place. C'est-à-dire qu'il décrit, à un moment, il passe sur la place, et il décrit le sol rocailleux de la place. Voilà. Et là, j'ai réussi à faire le lien entre cette histoire de destruction et ce texte de Benjamin, parce qu'il évoque la surface de la place, la surface rocailleuse, et c'est pour moi un moment assez benjaminien, puisqu'il s'agit d'une remémoration. L'image de la place ressurgit du texte, mais pour qu'elle ressurgisse du texte, pour qu'on comprenne par où passait Walter Benjamin, pour qu'on comprenne de quoi parlait Siegfried Kracauer, il fallait faire l'histoire de Marseille, quoi. Il fallait donner, enfin répéter cette expression, mais qui est très belle, sa physionomie à la date de 1926 où Walter Benjamin et Siegfried Kracauer étaient venus en voyage à Marseille. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Voilà. Et à partir de là, à partir de ce moment, cette rencontre entre les textes et ce moment historique, il a été possible de comprendre ou de lire différemment la manière dont ces écrivains avaient perçu la ville et la spécificité de leur regard par rapport à d'autres regards d'écrivains de la même époque, qui décrivaient, la plupart, je pense à Joseph, peut-être que je suis un peu long, non? Ça va? Je me suis amusé, moi, à comparer les textes qui étaient écrits sur Marseille à la même époque, à l'époque où Benjamin et Kracauer écrivent. Donc il y a des textes dans les Cahiers du Sud, il y a les textes de Joseph Roth, il y a les textes d'Albert Londres, et tous sont fascinés, soit ont un sentiment de nostalgie par rapport au Marseille de leur enfance, ou ça c'est dans les Cahiers du Sud. D'autres sont fascinés par le port industriel, la façade portuaire et son ouverture vers le lointain, c'est-à-dire le regard. Les gens visitent Marseille, le décrivent, mais en fait, le regard s'enfuit vers le lointain tout de suite. Ils ne regardent pas ce qu'ils ont devant eux ou sous les pieds. Ils sont embarqués avec les bateaux dans l'imaginaire portuaire maritime. Et alors que, quand on lit bien les textes de Kracauer et Benjamin, ils circulent dans les coulisses de la ville, dans l'arrière-port. Ils observent des choses très délicates, des silences, une forme de tristesse. Ils prennent vraiment, alors je suis désolé de reprendre cette formule dont on a déjà parlé, mais ils prennent la ville à rebrousse-poil, c'est-à-dire qu'ils regardent à l'envers de cette image de Marseille comme une ville dynamique, industrielle, une ville si glorieusement rayonnante, comme dit Benjamin, mais dont il faut savoir percevoir la tristesse. Et une des raisons de cette tristesse, c'est effectivement, dans une ville qui marche au rythme de l'industrie mondialisée déjà à l'époque, ce que produit ce rythme comme forme de destruction pour s'ouvrir à la modernité, c'est-à-dire la destruction d'un quartier pour faire place à plus de circulation, plus de marchandises, déplacer les populations dans la banlieue où se trouvent les usines, et mettre la ville au diapason des temps modernes et de leurs nouveaux modes de production, les modes de production industrielle, de production de la marchandise. Voilà. Par rapport à ce que vous venez d'évoquer, moi je voudrais proposer que vous lisiez peut-être un extrait du texte de Kracauer, parce que je pense que les textes de Benjamin sont plus ou moins peut-être connu par l'auditoire, mais je pense que le texte de Kracauer que vous avez retraduit donc, est peut-être moins connu, et peut-être le texte du Carré, ce qui commence par « On ne cherche pas la place, c'est elle qui vous trouve ». Et moi, cette formule, je la trouve étonnante, parce que ça fait un peu penser à l'idée que ce n'est pas vous qui regardez le tableau, c'est le tableau qui vous regarde ou qui vous capte, et là, on ne cherche pas la place, c'est elle qui vous trouve. Et un petit peu plus loin, la peur est entièrement nue, livrés à eux. Bon, quoi, c'est vrai, ça, on n'a pas répondu à la question. C'est page 171. Et alors, qui dit ça, c'est Toujours dans le même texte. moi qui lis ça? Tu veux qu'on C'est Kracauer. Non, peut-être le premier paragraphe ou le... Pas le premier, parce que le premier parle d'autre chose, mais... Amur, pardon. J'hésite à vous lire le début parce que c'est sublime, mais je vais commencer, je vais le lire intégralement. On ne cherche pas la place, c'est elle qui vous trouve. Les rues sont des serpentins froissés, librement entortillés les uns dans les autres. Sur les plis de la terre passent des traverses qui se frottent au crépi, s'engouffrent dans de profonds sous-sols, puis retournent à leur point de départ. Un asile d'escaliers de service, à défaut d'escaliers d'apparat. Des portes ouvertes s'exhalent l'odeur glauque des rognures de la mer. Des lanternes rouges indiquent le chemin. À chaque échappée, des changements de décor s'improvisent.
rangées d'arcs-boutants, écriteaux en arabe, escaliers à vis. Qu'on les laisse derrière soi, ils seront aussitôt démontés pour être érigés dans un nouvel endroit. Leur agencement est connu du rêveur. Un mur est le signe avant-coureur de la place. Debout, sans dormir, il fait barrage au labyrinthe. Avec la docilité d'un chien, une rigole le suit partout, traînant la patte à ses côtés. Ce mur est parsemé de lucarnes, de maigres et éparses trouées qui ne procurent aucune lumière à l'intérieur. D'autres murs, de la même longueur, se resserrent comme les rails d'un chemin de fer. Pas celui-là. Ces lignes de fuite restent écartées, soit que le ruisseau décline, soit que le faîte du mur se redresse régulièrement, le long de la rigole, brusquement, s'étend la place. C'est un vaste carré découpé à l'emporte-pièce dans les entrailles. Des blocs de caserne s'attroupent autour de lui, leur dos est peint en rouge. Une rampe en surgit, s'avance puis s'interrompt. Les horizontales sont tirées à la règle d'un trait droit. Sur la place vide de monde, voilà ce qui arrive. La violence du carré précipite le captif en son milieu. Il est tout seul et il ne l'est pas. Sans qu'aucun des observateurs soit visible, les rayons de leur regard percent de toutes parts les volets et les murs. Ils se dirigent en faisceau vers la place et se croisent dans son centre. La peur est entièrement nue, livrée à eux. Pas un bouquet de palmiers pour recouvrir cette nudité en caressant les angles. Un tribunal siège sur des bancs invisibles tout autour du carré. C'est l'instant avant la proclamation du verdict qui ne transige pas. La flèche effilée de la rampe désigne celui qui attend, le suit telle une aiguille mouvante. Ainsi se tournent inexorablement les yeux de funestes portraits vers celui qui les observe. Le mur rouge est séparé de la surface de la place par un entrebâillement duquel monte une voie que la rampe dissimule. Personne ne cherche le carré dans la pelote de ces sentiers d'images. Pour en formuler l'envergure, il faudrait se livrer à de scrupuleuses considérations. Pourtant, une fois les observateurs affalés sur leurs chaises, ils s'étirent aux quatre coins du monde, accablent les misérables parties molles du rêve et se changent en carré sans merci. Je crois que vous vous rendez compte du caractère complètement étrange et même exceptionnel de cette description. C'est-à-dire que c'est une description où il n'y a virtuellement pas de personnage, à part ces observateurs affalés dont on ne sait rien, et où il y a une sorte d'animation, voire d'animisme des rues, des lieux, des dimensions, de la géométrie. Et on comprend en même temps que l'auteur, donc Krakauer, retraduit par Sylvain, nous dise « la peur est entièrement nue ». C'est-à-dire que cette espèce d'animation à la fois vivace et brutale des lieux inspire effectivement une certaine angoisse. Et d'autre part, ce que vous avez évoqué l'un comme l'autre, et que Martine, je pense, va confirmer, c'est qu'au point de départ, il y a donc cette promenade informée, c'est-à-dire une promenade... Bon, on a tous fait l'expérience de se promener dans une ville inconnue, mais une ville inconnue, si on n'a pas de guide, on reste plus ou moins à la surface des choses. Or là, il s'agit d'une sorte de, j'ai envie de dire, de voyage au centre de la Terre. En tout cas, on descend vraiment dans des strates, dans des profondeurs archéologiques, et c'est là une tâche complètement historienne ou historique. C'est-à-dire qu'on ne reste pas justement à une surface, mais on essaye de voir tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été, et tout ce qui a été forcément occulté, puisqu'on a reconstruit par-dessus. Alors, peut-être, Martine, un mot sur votre propre travail, puisque vous avez filmé, vous avez photographié. Votre intervention par rapport à ce livre, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? Alors, par rapport à ce livre, et peut-être par rapport à tous les livres que je fais, en fait, moi, on parlait tout à l'heure très rapidement de la mise en scène photographique sur la construction de la rue impériale à l'époque de la République aujourd'hui. Et par la photographie, on a effectivement vu ces grandes mises en scène où c'est le premier grand chantier, avec ceux de Paris, qui est entièrement éclairé la nuit, où
où on dépense des fortunes, en fait, rien que pour l'éclairage et pour la photographie. Il se trouve que j'ai travaillé très longtemps sur cette rue avec des habitants qui se mobilisaient contre leur expulsion. C'est une rue pseudo-haussmannienne. En fait, elle fait semblant. Elle n'a rien pour elle. Elle n'a pas la largeur qui lui donne qui lui fait quelque chose d'haussmannien. Elle n'a surtout pas la hiérarchie sociale qui permet la grande rue haussmannienne, des rues un peu plus petites mais bourgeoises, et puis le peuple un peu plus loin. La rue impériale devenue rue La République, c'est une rue qui est comme un coup d'épée, et des deux côtés, nous avons les quartiers populaires dont il est ici question. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ces photographies-là. C'est vrai que de continuer avec Christine, notamment, bon là, si je parle de quelque chose, c'est peut-être de la photographie de ces rues, c'est ayant vu la mise en scène de ces images au moment de la percée de la rue impériale, vous voyez Marseille, c'est du vieux port au port industriel, au port autonome, à la Joliette en fait. Voilà. Et là, on retrouve ici, c'est des grands albums photographiques, ces très beaux albums photographiques du 19e. Christine, tu en reconstruis parfois parce que pour la numérisation de certaines images, ces photographies ces corpus, ces albums sont démembrés. Voilà. Et là, on a eu la chance, ils partent comme ça, et puis on n'a plus leur entièreté. Dans les archives. Voilà, et ça part dans les archives, et c'était là de pouvoir reconstituer comme ça un paysage. On parlait d'actualité tout à l'heure. Bon, voilà ce que c'était, ce qu'ont vu aussi Benjamin, Krakauer quand ils sont venus. Et ça, c'est Marseille aujourd'hui aussi. Voilà. Donc, bon, pour moi, travailler sur les... Bon, à l'époque, ça ne s'était pas encore vraiment complètement effondré, mais ça, c'est des situations qu'on rencontre aujourd'hui vraiment et qui sont très, très violentes aussi. Donc, tu veux parler de la rue d'Aubagne? Je veux parler de la rue d'Aubagne. Vous en avez entendu parler de cette rue où des immeubles s'effondrent et sur leurs habitants, c'est-à-dire l'inverse d'une maison qui protège les rêves de ses habitants et leurs rêves. Là, les maisons se sont effondrées et ont tué les gens. Et quand on regarde ce cahier de 1926, on voit aussi les maisons qui tombent en poussière, en fait. Voilà. Donc c'était pour moi à la fois passionnant de travailler sur ces images et d'en monter une séquence. Par exemple, là, vous verrez dans le livre, depuis la rue Impériale, ce qu'on pouvait apercevoir, qui était cette démolition de la place et des vieux quartiers, comme une montagne. C'est une montagne sur laquelle on voit grimper... Voilà. Donc pour moi, c'était aussi articuler ce cahier photo avec les deux parties dont on a parlé également hier, le texte de Christine, les textes commentés, traduits par Sylvain. Quand je fais des livres, en fait, j'ai pas d'idée avant. En fait, moi, je viens plutôt des arts plastiques. J'ai absolument aucune idée, et j'aime beaucoup travailler les matières d'abord. Et les textes sont des matières. Voilà. Donc je rentre comme ça dans la construction des livres. Et puis, alors le côté roman policier dans ma première version. Effectivement, j'avais une allure de roman policier parce que je ne comprenais pas tout de ce qu'ils faisaient. Donc, on va le savoir de quoi ils ont eu peur. Et bon, après, j'ai abandonné cette forme. Et puis, on est arrivé à quelque chose qui est ce que vous lirez peut-être et que vous verrez. Mais un objet, c'est aussi un objet sensible, un livre, quoi. Voilà. Donc, j'aime travailler les textures, les typographies, et puis, voilà. La matière du papier. Les matières. Juste pour dire aussi, ces livres, je les fabrique, on parlait de fabrication, pour moi c'est très important d'aller jusqu'au bout. Et je travaille avec l'imprimerie communiste de Marseille, et je peux les ennuyer jusqu'à temps que je sois contente d'un rouge, par exemple. Et je prends la couleur, pas du tout hasard, mais par exemple, avec eux, j'ai aucun problème à faire retirer ou à refaire pour travailler du sensible dans cette forme. Il me semble que vous aviez évoqué hier les questions de la diffusion et de la distribution des livres. Et ça, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, parce qu'il me semble que ça fait absolument sens, y compris par rapport aux préoccupations de Benjamin, qui était très attentif à ce type de choses, c'est-à-dire à l'édition et à la diffusion des œuvres.
Oui, c'est vrai que c'était assez serré, en fait, hier, où on a un petit peu parlé de ça. Moi, je suis ce qu'on appelle c'est la terminologie, un micro-éditeur. Tout petit, c'est à mon échelle. Je suis en vérité toute seule, même si mes éditions s'appellent Commune. Bon, j'ai commencé par là, j'étais toute seule. Et puis, maintenant, je le suis beaucoup moins. Mais du coup, toute seule, ça veut dire aussi ne pas lâcher, tenir dans mes mains aussi, avec les auteurs, avec les autres producteurs des livres que j'édite, la totalité du rapport de la chaîne, en fait, et d'aller jusqu'au lecteur. Donc, ça veut dire concrètement que je fais la distribution et la diffusion moi-même. C'est un gros travail, mais alors hyper passionnant. Et on se disait avec Sylvain que c'est assez fabuleux aujourd'hui encore de pouvoir aller dans des librairies avec une valise et puis de vendre des livres. Moi, je trouve ça mais vraiment génial. Quand l'annonce du prix nous a été faite, il y avait la question, on s'est aperçu, ça a été vu, que Amazon donc, déclarait notre livre indisponible, épuisé pour l'un et indisponible pour l'autre. Et c'est pas juste, il n'y avait rien de personnel d'Amazon à moi, mais c'est une technique aussi pour un peu laminer l'édition indépendante. Voilà. Donc c'est quelque chose, je fais très très attention à ces grandes machines comme Amazon, Fnac Darty, Fnac Darty quand même, et qui ne permettent pas la diffusion d'ouvrages singuliers, de petits éditeurs. Après, petit éditeur, ça veut dire on a déjà fait quand même deux tirages, et puis grâce au prix, je pense qu'on va faire le 3e dans pas si longtemps. Voilà. Donc petit, et puis de ces petits endroits-là, je pense qu'on peut être très précis, en fait. Je tenais personnellement à ce que cette question soit évoquée, parce que je pense que, et Benjamin serait d'accord, je pense que la question de la production matérielle et de l'insertion dans le marché tel qu'il est, ça fait vraiment partie des processus de production au sens large. Donc je crois que c'était important de souligner ce point. Alors, Anne, pardon, est-ce que je peux juste lire un petit texte de Benjamin à propos du livre de Marseille? Parce que Christine, tu l'as évoqué, mais je ne sais pas. Faire le lien avec ce que Martine vient de dire sur le livre. C'est page 173, c'est un texte qui est extrait de Sens Unique et qui s'appelle Colis, expédition et emballage. Je traversais Marseille tôt le matin en voiture, en direction de la gare, et tandis qu'en chemin, des lieux connus, puis nouveaux, inconnus, ou d'autres dont je n'avais pas de souvenir précis, venaient à ma rencontre. La ville devint entre mes mains un livre, dans lequel je jetai rapidement quelques regards, avant qu'il ne se retire loin de ma vue, dans une caisse au grenier, pour je ne sais combien de temps. Voilà. Faire le lien avec le livre. Mais et juste une petite note par rapport au texte de tout à l'heure, qui est donc un texte de Krakauer. Les deux observateurs ont affalé sur leur chaise à la fin, c'est lui et Benjamin. Parce que... Dans le texte, ils sont anonymes. Oui, mais Benjamin écrit... Quand Krakauer écrit cet article, il l'envoie à Benjamin, qui lui répond qu'il se souvient bien de cette expérience qu'ils ont faite ensemble. Et ce qui est intéressant, quand on lit Krakauer et quand on lit Bloch, en même temps que Walter Benjamin, c'est de se rendre compte de leurs affinités et surtout là peut-être entre Krakauer et Benjamin, de l'écriture qu'ils sont en train d'inventer tous les deux, ce que Benjamin appelle l'image de pensée, qui n'est pas une écriture qui, comme le dit Krakauer, pour arriver à une conclusion, il faudrait se livrer à de scrupuleuses considérations. C'est-à-dire que là, il enregistre l'expérience du choc. Et il va se laisser le temps de la réflexion, et pour nous, lecteurs, il y a un espace ouvert pour l'interprétation. Et ça, c'est très important pour Walter Benjamin également. Et ça, ils n'ont pas tout à fait la même sensibilité l'un et l'autre. Le thème de la peur est peut-être plus présent chez Krakauer que chez Walter Benjamin. C'est vraiment un thème qu'on trouve très souvent dans les textes de Krakauer sur la ville. Mais cette manière d'écrire sur la ville, c'est quelque chose qu'ils ont élaboré ensemble. Voilà. Mais là, c'est peut-être une question pour Christine. Il me semble me rappeler que l'expérience des trois écrivains, cette expérience d'angoisse ou de stress sur une place, vous l'avez, déplacée dans l'espace. C'est-à-dire qu'il me semble me rappeler que la géographie même de la fiction,
s'est déplacé. Est-ce que je me trompe en disant ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu un déplacement dans l'espace entre cette place vide dans laquelle il y a eu ces destructions et ces reconstructions, et ensuite la place de l'observance où aurait eu lieu l'expérience en question? Mais peut-être c'est une erreur de lecture. Non, non, non. Ce sont deux espaces dans lesquels l'expérience de cette émotion a été vécue. Voilà. Tout autant l'un que l'autre. Tu vois? Bon. Est-ce qu'on aurait encore 5 minutes? Parce que j'aimerais bien aborder juste une question qui est la question du militantisme. Il se trouve que, en fait, l'enjeu qui nous a amené à ça, c'est-à-dire à ce livre et à chercher ce qu'il y avait derrière cette peur, c'est le fait d'habiter là, le fait d'être là. Et en fait, c'est avec les habitants qui, comme moi, habitaient dans les immeubles que vous allez voir, je vais vous le faire passer aussi, parce que ça vaut vraiment le coup, ces 3 tours en construction là, en 61, on habite là. On habite là, et encore, la place, elle est là, encore en 61, encore une partie vide, encore un grand vide, encore en 61. C'est vous dire, depuis 48, le grand vide continue encore en 61. C'est absolument incroyable, cette espèce de distorsion temporelle, là, elle est vraiment énorme. Et donc, nous, on se dit, mais comment peut-on, nous, habiter là? Comment? Et c'est la question qui est posée aussi sur toute tabula rasa. Qu'est-ce que ça signifie, habiter là? Et c'est une expérience collective que nous avons menée pour essayer de retrouver, justement, grâce à la découverte de la venue des trois philosophes, là, des arguments pour nous, pour vivre. Et je pense que le militantisme change de forme à partir du moment où on rentre dans cette extraordinaire cadeau que nous laisse Benjamin, qui est de se saisir de sa pensée pour être là. Et pour nous aider à vivre là. Ça va jusque-là. C'est pas peu facile à vous expliquer en quelques mots, mais c'est ça l'enjeu. Et changer le militantisme, c'est aussi changer le vocabulaire, changer la manière d'écrire, changer toutes ces choses-là. D'où le passage par les récits, et comme ils l'ont fait, très vite, en tout cas pour quelqu'un comme moi, conservateur du patrimoine, habitué à écrire l'histoire d'une certaine manière, dans un récit académique donné, passer par le récit, c'est trouver la petite porte pour arriver à dire des choses et que la façon de le dire, que le langage utilisé puisse correspondre à ce qu'on est en train de vivre là, au présent. Alors un présent brutal, hein, je vis là, je fais la cuisine, je fais cuire mes pâtes au-dessus de là où il habite. Ouais. Et puis ça. Alors ça j'aime beaucoup, ça va passer en même temps. C'est les démolitions, mais regardez l'image, elle est incroyable. C'est le genre d'image qu'on a, vous savez, sur la table de nuit, où il y a le portrait de la grand-mère ou de la fille, avec le petit et tout ça. Vous voyez? Et là, c'est la démolition du quartier. Ça veut dire que c'est sorti d'un cadre qui était dans une maison. Et c'est un gendarme. Oui, bien sûr. Et bien sûr. Le rapport de violence, là, il est énorme. Ça a l'air de rien, mais c'est pour ça que j'aime bien les deux images l'une avec l'autre. Voilà. Eh oui. Voilà. Et les cartes postales, oui. Alors, du coup, dans ce travail militant, on est passé d'images de ce type-là, qui sont des images brutales. Voilà, le centre commercial d'à côté, étant donné qu'on n'avait aucune valeur, vu qu'on était dans le lieu de la peur et dans le lieu du rien, de ce grand vide, qui n'avait pas de sens, ou qui n'avait plus exactement pas de situation historique et temporelle donnée. Toute affaire économique pouvait se développer. Et donc vous aviez le niveau qui montait comme ça de la valeur du terrain et le centre commercial d'à côté qui allait venir empiéter sur la vie de ces tours et sur l'espace public.
Et ça, c'est très très intéressant pour nous parce que on est capable à la fois de faire ça, et puis au revers, vous verrez, l'outil qu'on a utilisé, et là aussi le militantisme change de forme, hein. L'outil qu'on a utilisé, c'est le patrimoine. C'est-à-dire que dès 2003, en tant qu'habitant, on a ouvert nos appartements à la visite au moment des Journées européennes du patrimoine, et on a fait connaître là où on vivait, soyons logiques, jusqu'au bout. Et de là, les Marseillais ont connu l'intérieur de ces tours, et ont dit « Ouh là là, mais c'est pas des radiateurs », parce que c'était le nom des tours, hein, des radiateurs, les 3 radiateurs. Et du coup, on a pu rencontrer l'architecte, et on a donné le nom de l'architecte à ces tours. Donc c'est la première représentation, une nomination qui nous faisait rentrer dans l'histoire, qui était les tours La Bourdette. L'architecte s'appelait La Bourdette. J'en parle au passé, parce qu'il est décédé depuis. Il nous a vus, 3 mois après, il est mort. Et on l'a échappé belle, et cette première représentation, voilà, où on rentrait enfin dans le temps historique. Et puis après, le fil est facile à tirer. Mon histoire tout à l'heure du local à poubelle, elle est effectivement vraie. On a présenté là, et ouvert au public, les locaux à poubelle, et avec les cartes postales, on allait encore plus loin, c'est-à-dire qu'on proposait en tant qu'habitant une version, un engagement vert sur nos tours. Voilà. C'est-à-dire faire des toitures du centre-bourse une forêt, faire des toitures des 3 tours des forêts, faire depuis les 18 étages des tours des cascades de nature pour faire des jardins suspendus en fait. Voilà. Donc vous voyez comment progressivement on rentre dans d'autres temporalités que celle de ce grand vide de peur. Et moi du coup dans la foulée j'ai lu le texte extraordinaire de Ernst Bloch qui s'appelle L'angoisse de l'ingénieur. Et ça, dès que vous avez lu ça, vous avez tout compris quoi, de ce que j'essaye de vous expliquer. Là, je serais incapable ce soir, par fatigue peut-être. Peut-être il faudrait, Sylvain, tu viens peut-être bien lire un extrait du texte de Bloch. Alors, l'angoisse de l'ingénieur, il n'est pas dans cet ouvrage, on le trouve aux éditions Aléa. Mais alors, le texte de Bloch, je ne sais pas s'il faut en lire un extrait, parce que c'est un texte très particulier, Oui. qui va peut-être nous tirer un peu loin de nos... En revanche, vous pouvez prendre le texte de la lettre. La lettre. Je ne sais pas, moi je lirais bien un peu de Benjamin quand même. Allez, vas-y, prends ce plus. Mais non, voilà, enfin, je sais pas s'il y a besoin de commenter ce que vient de dire Christine, mais enfin moi ça fait... Oui, mais parce que je veux ajouter une petite chose par rapport à la manière dont on a dialogué avec ces textes-là. Donc ce que vous raconte Christine sur ces tours du centre-ville où elle habitait, c'est emblématique de son travail, c'est-à-dire sur des lieux qui sont réputés sans valeur, sans mémoire, sans histoire, et qui donc sont disponibles pour tout type d'opérations urbaines, commerciales, et qui ne tiennent pas compte de la vie qui est déjà présente et de la présence des habitants. Elle a cherché, avec les habitants, mais aussi en associant des artistes, des photographes, des cinéastes, des philosophes, elle a cherché à retisser une mémoire, faire émerger ces mémoires enfouies. Et en quelque sorte, dans ce projet, Walter Benjamin, Krakauer et Bloch, on les a convoqués un petit peu comme des témoins. C'est-à-dire qu'ils viennent apporter leur aura, si je puis dire, à ce quartier, et de savoir qu'ils ont été là, qu'ils ont regardé Marseille, qu'ils ont regardé ces quartiers, redonne à ces quartiers une profondeur historique ou une valeur patrimoniale qui leur est déniée. Et à partir de là, ils peuvent retrouver une place ou une existence dans la ville. Bon. Je lis. Peut-être on peut... Je voudrais rebondir sur cette idée de lieu sans mémoire. C'est effectivement très important et c'est là que Benjamin peut nous aider, dans la mesure où ces lieux dévalorisés parce que habités par des pauvres, ou mal habités, ou dégradés, etc., apparaissent comme vous l'avez dit, dénués de mémoire. Et je voudrais évoquer à ce propos un texte, un texte fort court
de Gaston Castel, qui était un architecte et urbaniste de l'époque, contemporain donc de la visite de nos 3 écrivains à Marseille, et qui dit quelque chose comme, bon, je vous le cite de chic, je ne l'ai pas en tête, il dit quelque chose comme ah, c'est très bien ce vide derrière la bourse, il ne faut pas que ça reste comme ça, mais qu'est-ce qu'on est content d'être débarrassé de toutes ces vieilleries, de tous ces taudis. Incidemment, dans les vieilleries et dans les taudis en question, il y avait quand même l'église Saint-Martin, et il aurait été parfaitement possible de sauver cette église, c'est-à-dire qu'il était facile de la contourner, enfin de l'éviter, et ils ont fait un tracé de telle manière que l'église a disparu. On ne la connaît plus que par des photos. Voilà. Donc, pas pour dire qu'il faut sauver les choses à tout prix. Comme dit Goethe, tout ce qui existe mérite de périr, et il a raison. Mais disons qu'il y a des démolitions qui sont plus cruelles que d'autres, et là, la démolition, elle a été drastique, n'épargnant ni la vieille église, ni les taudis, qui effectivement, on ne va pas essayer de sauver des taudis insalubres, mais on peut peut-être faire autre chose, et notamment se poser la question de comment faire que les habitants habitent ailleurs et ne soient pas relogés brutalement dans des endroits pas possibles. Donc voilà, c'est en ce sens que je voulais repartir sur cette idée des lieux prétendument sans mémoire, et j'aime bien cette idée que vous 3, vous ayez convoqué Krakauer, Bloch et Benjamin comme témoins de quelque chose qui aurait pu être sauvé, mais qui, et là je reprendrai les termes qu'avait employé Didier Huberman tout à l'heure, quand il parle de survivance. Et là, effectivement, on ne peut pas parler de Überleben parce que ça a disparu, mais d'une façon, on peut parler de Nachleben dans la mesure où ça survit par les photographies, par les textes, par les mémoires, et ça, c'est un sauvetage. Et là, le terme de Rettung, de sauvetage, nous savons que c'est un terme qui était très cher à Benjamin et qu'il a utilisé bien des fois. Peut-être tu as trouvé un texte de Benjamin à lire? Ouais, Sauf le temps, parce que je ne sais pas. Est-ce que... Quelle heure il est? Non, mais on a encore... Je vais vous lire juste un petit... On va se déplacer de Marseille à Berlin, parce qu'à l'arrière-plan aussi des textes de Benjamin et de Krakauer sur la ville, il y a ce qui se passait à Berlin à l'époque, c'est-à-dire la construction du Grand Berlin, la destruction des vieux quartiers, l'extension de la ville. C'est pas un hasard, je pense, si les promenades urbaines de Franz Hessel, l'ami de Benjamin, qui l'a initié à la promenade, à la flânerie dans les villes et avec qui il a traduit Proust, commence par une description des chantiers du Grand Berlin et la disparition des vieux quartiers. Et je vais vous lire juste un extrait d'un article que Benjamin a écrit, qui est une réponse à un urbaniste qui prévoyait de détruire les quartiers ouvriers parce qu'insalubres et aussi mal construits, mal conçus. Les quartiers ouvriers du 19e siècle, où on avait entassé les classes laborieuses. Et Benjamin dit ceci, écrit ceci, à propos de ces cités. « Les cités-casernes, aussi effroyables qu'elles soient en tant qu'habitation, ont fait naître des rues dans les fenêtres desquelles ne se sont pas uniquement reflétés la souffrance et le crime, mais également, avec une grandeur triste qui n'appartient qu'à elle, le lever et le coucher du soleil. Et des cages d'escalier et de l'asphalte, l'enfant des villes a de tout temps tiré une substance aussi inoubliable que le petit paysan de l'étable et des champs. Ce que l'on veut détruire, il ne faut pas seulement le connaître, mais pour aller jusqu'au bout, il faut l'avoir éprouvé. » Voilà. Et je pense que c'est ce que Benjamin a fait à Marseille. Il est venu faire l'expérience de la ville. Et voilà. Bien. On peut dire que c'est presque le mot de la fin. Moi, je tenais à dire, pour finir, en tant que membre du jury, que nous, on est très heureux de vous avoir décerné ce prix, parce que c'est un livre qui est atypique à bien des titres, et je pense que nous sommes dans la pleine vocation du prix, à savoir justement, bon, certes, on est très heureux également d'avoir décerné le prix spécial à Georges Didier Huberman, qui n'avait pas besoin de nous pour être consacré, mais on est très fiers de lui avoir donné ce prix. Mais en même temps, nous pensons que c'est bien la vocation du prix de décerner également une attention à des textes qui sont peut-être moins connus, probablement moins connus, moins atypiques sans doute, mais nous sommes très heureux et très fiers de les avoir accueillis et nous les applaudissons. À ce sujet, veuillez m'excuser, mais je tenais à ce que ce soit public. Nous adhérons à l'association en discutant, voilà. Et c'est ce jeune homme
que nous avons désigné, Martine et moi, pour nous représenter pour la suite des événements liés au jury. Je serai l'ambassadeur. Alors, parmi les objets que Walter Benjamin a chiné quand il était en Suisse, il y avait une petite sculpture qu'il dénomme qu'il décrit comme un Christ à 3 têtes. Donc, on a écrit un livre sur 3 personnages. Nous sommes 3, et donc je serai l'ambassadeur du Christ à 3 têtes. Voilà.